Et bienvenue dans la brèche, mesdames et messieurs, chers internautateurs et internautatrices. De la lumière viendra normalement, peut-être, le fait d'être sauvé. C'est pas sûr, c'est ce qu'on va voir. Avant ça, il faut connaître les règles de la bataille. Et les règles de la bataille, c'est Monsieur Rodolphe qui va nous les expliquer pour Aeon's End. Le jeu qui ne se dit pas, il se joue. Parce que tu dis quoi? Tu dis Aeon, Aeon? Moi je dis Aeon's End. Aeon's End. Tu sais, avec un petit accent de bande-annonce américaine. Comme si de rien n'était. Okay. Aeon's End, c'est chez Matago parce que Monsieur Rodolphe, c'est Monsieur Matago aussi. Bah oui. Bah, pas que, hein, il y a du monde Non, il y derrière. a beaucoup de monde bien plus talentueux que moi. Mais 1, 2, 3, 4. c'est pour ça que j'en cache beaucoup, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. En fait, ils me contrôlent un peu. Et c'est une nouveauté. Oui, absolument. Ça sort le 14 septembre. 14 septembre en localisation. Donc il y a des gens qui peut-être parmi vous y ont déjà joué en VO. Maintenant, ça se joue en VF. Ça se joue en solo, puisque c'est un coopératif, jusqu'à 4 joueurs, figurez-vous. 60 minutes de partie, grosso modo. C'est un jeu de Kevin Riley, illustré par le studio Gong. À partir de 14 ans. 14 ans, ça c'est pour la législation. Ouais, pour la législation américaine, parce qu'à 14 ans, ça permet de ne pas être dans le rayon jeu et jouer. Mais on peut y jouer. Alors, c'est toujours pareil, les enfants ont des niveaux En fonction de vos enfants mais joueurs. à partir ou pas. de 8-10 ans, selon les enfants, moi je joue avec mon garçon qui en a 9. Donc, Et c'est jouable. voilà, oui, tout à fait. Ah, D'autant que Aeon's End est coopératif, donc du coup on peut s'aider mutuellement Exactement. sans aucun problème. Pourquoi est-ce que je n'ai que le devers de la boîte? C'est parce qu'il y a tout plein de cartes encore à l'intérieur, comme tout deck building qui se respecte. Tout à fait. Puisque c'est un deck building. Il y a plein d'adversaires, mais enfin le pitch et tout ça, c'est toi qui vas nous l'expliquer. Avec plaisir. Tu as dit mi-septembre, ça coûte combien? Ça va coûter 49 €. 49 €. Je mets ça dans le devers de Trick Track avec la boîte pendant que tu commences cette explication. Comment joue-t-on à ce deck building coopératif de Kevin Riley? Alors, déjà dans Aeon's End, on va faire un petit peu de background, parce qu'ils en ont dit pas mal sur les éléments du jeu. Donc, une brèche est ouverte, des brèches sont ouvertes vers une espèce de dimension parallèle dont sont sortis les Némésis, qui sont donc les grands ennemis qu'on va avoir à affronter dans ce jeu. Et nous jouons des mages de la brèche, donc des individus qui ont su canaliser le pouvoir des brèches pour s'en servir pour chasser les Némésis. Ok. Dans la boîte de base, pour information, il y a 4 Némésis, chacune ayant un niveau de difficulté supplémentaire et le jeu pouvant lui aussi avoir plusieurs niveaux de difficulté, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de façons de les affronter, mais il faut bien avoir conscience que dès la mise en place, Ça fait mal. ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Ils viennent chacun d'ailleurs avec leurs particularités, Oui. soit éléments de jeu, bien sûr les petites règles qui vont avec, Bien sûr. mais les cartes, entre autres, qui vont permettre d'incarner la Némésis de façon particulière en termes de jeu. Bah, la Némésis génère sa propre menace, chacune a son deck propre qu'on va mélanger avec des cartes tirées aléatoirement d'un paquet 10 paquets base, ce qui fait qu'on n'aura jamais exactement le même paquet, ni dans le même ordre, donc toujours une menace différente. Et le jeu est ainsi fait que même si les cartes bases sont finalement donc communes à toutes les Némésis, il est suffisamment bien fait pour pouvoir avoir l'impression qu'en face, la Némésis est un vrai joueur et qui est en train de nous mettre de grandes fessées à coups de pelle. Oui, et elle le fait bien, Ah généralement. oui, Elle le fait bien. on l'a beaucoup pour y trop avoir bien. déjà joué, mais vous allez le voir dans quelques minutes. Donc nous, on joue un mage en coopératif. Ouais. Il y a plusieurs mages, voilà, ça veut dire certainement aussi extension, nouvelle Némésis peut-être Absolument. un jour. Alors il y a 8 mages dans la boîte de base. D'accord, 8 Voilà. mages dans la boîte de base. Ouais. Et lui aussi, particularité, il vient avec un deck de départ qui lui est propre. Alors, c'est pas une spécificité d'Aeon's End, il y a d'autres jeux Oui, tout où à il y fait. a des decks un peu différents. La particularité de celui-ci, c'est que la main de départ et la pioche de départ Est fixée. sont imposées. C'est vrai. Et du coup, dès le départ, il faut prendre le bon démarrage et faire la bonne action avec les cartes qu'on a, puisqu'on les connaît. Et il faut essayer d'engager tout de suite très bien sa partie. Parce que bon, je ne sais pas si c'est besoin de rappeler ce qu'est un deck builder pour ceux qui éventuellement. Vas-y. Dans un jeu de deck building, on part donc avec un deck fixe. Et à la suite de quoi, au fur et à mesure, je vais acheter des cartes, donc qui sont ici, et pour enrichir mon deck au fur et à mesure. La particularité de Aeon's End, en fait, il y en a plusieurs. D'abord, il y a cette notion de Némésis, donc c'est un combat très égal, puisque là, Rage incarné a 70 points de vie. Pour la vaincre, il faut épuiser son deck ou bien l'amener à 0 points de vie. Ouais. Et nous, de notre côté, évidemment, donc c'est très équilibré. La ville a 30 points de vie et nous 10. C'est bien, hein? Voilà, C'est bien. oh oui, on est bien. On est Facile, tranquille. tranquille. Alors là, Donc on a les deux petits machins pour tenir compte voilà, de tout ça. Ok. Exactement. Et du coup, la particularité de ce jeu, donc il y en a plusieurs. La première, c'est l'ordre du tour. Tu vois qu'on a des marqueurs ici, 1, 2, 3 et 4. Donc on va en prendre un chacun. Donc je vais te donner le 1. Tiens, à D'accord. tout seigneur, tout honneur quand même. Oh, tu es gentil, Rodolphe. Oh, je sais. Allez, je prends. Mais l'ordre du tour, puisqu'on est deux, il va y avoir 2 cartes pour toi, Aléatoire. 2 cartes pour moi et la Némésis. Donc quand on joue à 4, il y a la carte 1, 2, 3, 4. Ouais. Il y a toujours 2 cartes Némésis. Toujours. Et il y a même une carte joker en Oui, fonction. pour jouer à 3. Pour jouer à 3. Pour jouer à 3, 1, 2, 3, Joker. 1, On 2, 3, choisit le Joker. joueur qui joue. Donc toujours 4 joueurs pour les 4 actions
pour les joueurs, Eh oui. 2 pour la Némésis, sauf qu'elle fait beaucoup plus mal que nous. Hein. Et puis la difficulté, c'est que, alors, comme on sait qu'il y a la 2 présence dans le paquet, Oui. quand elle est passée 2 fois, on sait qu'elle n'agira plus jusqu'à la fin du paquet, ce qui nous permet d'anticiper un petit peu. Mais à l'inverse, il se peut, ça arrive malheureusement, qu'elle joue 2 fois à la fin du tour, Et ça fait mal. on Hein. mélange, et derrière elle rejoue 2 fois en premier. Sachez-le, là, ça peut arriver. Hein. Et généralement, on recommence une partie, puisque c'est en place, hein, on repart. Je crois que le On est mot-clé de quasi ce jeu, mort. c'est challenge. C'est-à-dire, c'est un jeu vraiment pour les amateurs de deck building. En général, les jeux coopératifs sont conçus pour opposer une résistance à l'union de plusieurs intelligences. Bon, là, il faudra compter que sur toi. Moi, je savais pas Oh, c'est gentil de le dire dans ce Ah sens-là. non, mais je savais pas qu'il y avait bagarre, je prenais mon cerveau, moi j'ai oublié. Et si tu veux, du coup, le problème, c'est que là, dans ce jeu-là, c'est particulièrement précis. Et l'autre particularité qui est finalement la fondamentale, c'est qu'en principe, dans un deck building, quand j'achète mes cartes, je les mets dans ma défausse. Et quand j'ai fini ma pioche, je mélange ma défausse pour en faire ma nouvelle pioche. Et dans celui-là, non. Non, mais non, pas du Non, tout. jamais. Dans celui-là, je prends ma défausse et je la retourne. Ce qui veut dire que c'était super simple. Coordonnées, incroyable. nickel. Ce qui veut dire que je vais pouvoir programmer mes actions, programmer mes combinaisons et optimiser mes tours. Alors quand Et on dit, je te coupe Rodolphe, pardon, quand on dit programmer, à moins d'avoir une calculette, moi je donne des grandes indications, c'est-à-dire que moi je sais que la carte puissante elle va sortir après cette carte faible-là, je ne calcule pas tout non plus, mais en tout cas ça donne le tempo du deck tel que je le fais tourner. Exactement. Et moi, tu sais, j'ai fait beaucoup tourner le jeu ces derniers temps, j'ai vu des joueurs qui se rappelaient à la carte près ce qu'ils allaient avoir. Et ça c'est pas moi. Oui, moi non plus. Ouais. Et en fait, l'autre point, c'est que, évidemment, la première étape, c'est d'améliorer son deck, mais l'autre étape ensuite, c'est de l'épurer, d'enlever les cartes de départ qui, forcément, sont moins fortes. Les cartes de porte rapportent une ressource, font un dégât, ça suffira pas. Donc, évidemment, au bout d'un moment, l'idée, c'est d'optimiser son deck autant que possible. Ça, c'est le deuxième point. Et puis ensuite, il y a la mécanique de jeu en elle-même. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à l'expliquer. Ça y est, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a en main. Comme dans tout deck building, ça veut dire qu'il y a au moins une ressource. Bon, là, on a les points de vue aussi. L'éther. Mais histoire. L'éther, voilà. L'éther. E-T-H-E-R, hein, pas l'éther. L'éther brûlé. C'est ça, tout Donnant à fait. plus de blé, bien sûr. Qui vont nous permettre d'être récupérés. Donc, c'est le petit symbole à fait. Eon's End, enfin l'éther. Voilà, On va c'est dire le l'éther. S tordu. Le S tordu qu'il y a sur les cartes, c'est la monnaie du jeu, en sachant que le coût des cartes est indiqué en haut à droite. Donc ça, de Exactement. toute façon, c'est basique. J'achète, je fais tourner mon deck. C'est ce que tu disais tout à l'heure, deck building. Tout à fait. Par contre, là, le tour de jeu, c'est quoi déjà? Tu as une petite aide de jeu que nous allons détailler ensemble. Eh ben, écoute, La phase allez. d'incantation, on va l'oublier parce qu'en fait, il faut expliquer autre chose avant d'expliquer Ah bon, la phase d'accord. d'incantation. Donc là, pas tout de Pas suite. tout de suite. On va d'abord mettre les choses dans l'ordre. Phase principale. Donc je pars avec mes 5 cartes en main, en Ouais. principe, et je vais pouvoir m'en servir à différents usages. La première, je vais pouvoir jouer une carte, par exemple celle-ci, pour qu'elle me donne de l'éther. Le jade va me donner 2 éthers, d'accord? Alors, particularité, ça s'appelle les gemmes. Les gemmes ont vocation à donner de l'éther. Le deuxième type d'objet, ce sont les reliques. Les reliques, dans la configuration de départ, ça va être, hop, ici, l'orbe de stabilisation ou le talisman de mage. Elles ont un fond spécial. Les gemmes Bleu. sont en fond Ouais. violet, fond bleu pour les reliques. C'est indiqué en plus. Mais oui. Et les elles, sorts elles sont font pour quoi jouer. alors? Alors elles, je vais les jouer pour leur effet, mais les gemmes et les reliques ont ceci de particulier que quand je les joue, je les mets à l'écart. J'achète mes cartes au fur et à mesure, et à la fin de mon tour, je vais les remettre sur ma défausse dans l'ordre que je choisis. D'accord. Mais à la fin de mon tour, alors que les sorts iront directement quand ils sont joués. D'accord. Donc il faut faire attention. Donc ce que j'achète des fausses, Oui. je sais que ça va sortir avant ce que j'ai payé pour l'avoir. Oui, ce qui veut dire qu'en termes de jeu, c'est assez logique, puisque tu vas canaliser les sorts, lancer tes sorts, et ensuite il va falloir te ressourcer, donc regagner ton éther. Bien vu, Donc d'un point de vue j'aime. cohérent, c'est plutôt J'aime. bien fait. Ok. Et- Donc, jouer une gemme ou une relique me Voilà. permet d'activer, d'avoir de l'éther. Ou un L'éther, effet. j'ai le droit de la garder. Enfin, je veux dire, pour jouer une autre carte, pour en avoir, je ne suis pas obligé Bien de jouer sûr. une carte, j'achète, une carte, Non, non, j'achète. bien sûr, bien sûr. Ok. En fait, tu constitues ton pool d'éther dont tu vas te servir ensuite pour acheter des cartes. Super. Ensuite, je peux aussi faire ce qu'on appelle gagner une charge. Gagner une charge, c'est quoi? Tous nos personnages ont un pouvoir spécifique qui n'appartient qu'à eux. Dans le cas de Gian, le personnage de Guillaume, il va pouvoir lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. On expliquera tout à l'heure ce que c'est que préparer un sort, et il va faire ça en fait 2 fois. Et là, le sort sera défaussé. Dans le cas de Brahma, mon personnage, moi, je pourrais soigner 4 points de vie à quelqu'un. Ça, c'est bien ça. Oui, c'est un peu la hileuse de la bande. Sauf que, dis donc, Et oui, ça te coûte 5 un charges. peu. C'est des charges, Et ça. oui. Hein. Chaque charge, je vais pouvoir les acheter en dépensant 2 crédits. Ok. D'accord? 2 éthers. Et je mets le petit machin truc Voilà. muche, ça charge. Sauf que pour que je puisse me servir de mon pouvoir, il faut que je vide toute ma charge. Bah oui, forcément. Eh oui, parce que c'est un peu fort comme pouvoir quand Ok. même, on va pas se mentir. Donc là, je joue un sort préparé, je n'ai pas besoin de le défausser, je le fais 2 fois et
je recommence, ça m'a coûté 8 éthers. Exactement. Ok, ça roule. Donc jouer la carte ou la relique, on la met de côté, ensuite elle ira à la défausse à la fin du tour. Acquérir une carte, c'est quand on l'achète avec la monnaie, c'est bon. Gagner une charge, on l'a vu. Alors là, par contre, brèche, tu as dit que c'était ouvert, la brèche. Il faut la stabiliser, il faut l'ouvrir. Alors, la brèche, c'est la mécanique de lancement de sort. Comme je disais tout à l'heure, en fait, donc, les mages de la brèche que nous sommes peuvent canaliser l'énergie des brèches pour lancer des sorts. Ouais. Quand j'ai un sort en main, donc prenons par exemple la lumière enterrée, qui est le sort de départ de Brahma, Je te le prends. je t'en prie, je vais en fait le mettre sur une de mes brèches. Ok. Mais là, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment le choix. Soit je la mets sur une brèche ouverte, donc celle-ci, soit je vais le placer sur une brèche fermée. Mais, Donc fermées, hein, elles sont recto alors, verso. la une, elle n'est pas recto verso. Oui, pardon. Là, c'est juste pas de chance. Là. Merci Rodolphe. Elles sont recto verso. Donc de ce côté-là, brèche fermée, brèche ouverte. Exactement. J'ai le droit de la mettre sur l'une ou l'autre. Hein. Alors non, parce que pour la mettre sur une brèche fermée, il faut que tu l'aies stabilisée pendant le même tour. Autrement dit, il faut que tu aies canalisé les énergies de la brèche suffisamment longtemps pour pouvoir y préparer ton sort. Ah d'accord. Donc là, je paye 2 éthers. Exactement. Il y a marqué que je tourne, donc je tourne. Exactement. Ça, c'est stabilisé. Ouais. Donc j'ai le droit de poser. Oui. Dans le même tour. Oui, absolument. Sinon, et là, ton sort est ce qu'on niet. appelle préparé. Donc là, j'ai préparé mon sort. Voilà. Ok. Mais je peux aussi décider d'ouvrir ma brèche directement si je peux payer le coût qui est indiqué en haut. En l'occurrence, là, tu es à 3 pour Oui. l'ouvrir. D'accord? En vrai, je suis parti à 4. Tu es parti à 4. Est-ce que j'ai le droit, Rodolphe, Oui. c'est peut-être bête, de stabiliser et ouvrir? C'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est forcément ça coûte pas toujours rentable. plus cher. Ça coûte toujours plus cher. D'accord, Il vaut ok. mieux ouvrir directement. C'est-à-dire que si tu peux faire ça, tu aurais pu l'ouvrir avant de stabiliser. D'accord, donc Voilà. c'était ridicule. Exactement. Ok. Non, c'est pas du tout ridicule, c'est normal de poser la question. Le truc, c'est que, en fait, chaque brèche a un coût de stabilisation qui est unique et des coûts d'ouverture qui sont de plus en plus chers. Et si tu regardes bien, 2 pour stabiliser, 3 pour stabiliser, 4 pour stabiliser sur chaque brèche de la première à la quatrième. Ah, parce que ça, c'est la brèche numéro 2. Eh oui. Il y a la numéro 3 et elle coûte de plus en plus cher. Et la j'ai 4, c'est la pire. numéro 4, c'est 10. Ah oui. On est des gros malades. Ah non, Ok, ça, bah, peut être 13. ça peut hein. même être 13, oui, t'as raison. Donc je vais la stabiliser jusqu'à l'ouvrir pour 4. Ok. Voilà. Tout en Compris. sachant que les brèches 3 et 4 donnent plus 1 aux dégâts des sorts qui sont mis dessus. C'est indiqué. Sur Eh oui. Les choses sont bien faites. Vachement fort. Donc Mais, là, j'inflige 2 dégâts et je gagne un éther. absolument. Dès que je l'ai posé? Non, justement. Ah. C'est là qu'on va reparler de la phase d'incantation, tu te rappelles, on va Attends, laisser j'y reviens. stand-by. Oh là là, Vas-y, c'est c'est bien bon. Donc on a vu stabiliser une brèche, c'est la faire pivoter, ça coûte 2. On a vu ouvrir une brèche, la retourne directement. Complètement. On en a combien de brèches? 4. 4. Alors, pas tous les personnages, il y en a un qui n'en a que 3, mais c'est Particulier. compensé par autre chose. D'accord. Et donc préparer un sort sur une brèche, voilà encore une action qu'on a vue. Ouais. Puis après, on a résoudre des effets pour défausser lorsque préparé. Ça, c'est ce qui est marqué sur les cartes. Ouais, en fait, ça, on y reviendra. D'accord. Pour défausser, on verra quand on arrivera à la Némésis. Je te suggère d'expliquer quand elle jouera, ça sera plus marrant. Elle va nous faire défausser des trucs. Ah. Ça, c'est vache. Tu verras, c'est Ok. pire. Génial. Donc Et on les- vient à ce qui se passe normalement en début de tour, Exactement. la phase d'incantation. Voilà, parce que maintenant qu'on a expliqué les brèches, on va pouvoir expliquer les incantations. Au début du tour, j'ai la phase d'incantation. Et là, j'ai 2 façons de procéder. Mhm. Soit mon sort est sur une brèche ouverte, et je vais soit le lancer, soit le conserver. Je m'en servirai à une phase d'incantation d'un tour ultérieur. Ok. Ce qui me permet de conserver le sort pour le moment où il sera le plus efficace. Ok. Soit il est sur une brèche fermée mais stabilisée au tour précédent, et là je n'ai pas le choix, je suis obligé de le Il lancer. part. Donc je perds du contrôle sur mon jeu. Donc l'une des possibilités, on peut jouer son va-tout en permanence, mais on peut aussi essayer de stabiliser au maximum ses brèches tant que la Némésis n'est pas trop énervée. Mhm. Parce que le problème c'est que la Némésis donc, génère sa propre menace et que plus on avance dans la partie, plus elle tape fort. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a 3 niveaux de puissance, au 3e niveau il vaut mieux être prêt. Ouais. Parce que sinon, comme dirait l'autre, vous n'êtes pas prêt. hein. D'accord. Je te le dis. Oui, et oui, en plus, ça, oui, c'est ça que je voulais dire. Et L'avantage, c'est que bien sûr, les cartes offrent toute une pléthore de possibilités d'effets, y compris celle de lancer des sorts chez un autre joueur, des sorts Exactement. préparés, pour éviter que ça parte au mauvais moment ou à la poubelle. Bah en fait, alors, je vais donner une explication pratique très simple. Les effets lorsque préparés, quand j'ai mis mon sort, même au tour où je l'ai mis sur la brèche, je peux m'en servir pour son effet lorsque préparé. Donc dans le cas du fouet que tu as montré, je vais te donner un exemple concret en jeu. J'ai un sort préparé, mais tu sais que je ne le jouerai plus d'ici la fin du tour. Tu as ce sort-là que tu as préparé sur ta brèche, d'accord? Et on a un serviteur de la Némésis qu'il faudrait vraiment qu'on arrive Qu'on à tuer tatane. avant qu'elle joue. Ok. Tu ne peux pas, puisque tu ne peux pas lancer ton sort tout de suite. Mais moi, je pourrais si c'était mon tour. Du coup, tu vas utiliser ton fouet pour lancer mon sort et prendre la Némésis de vitesse. D'accord. Il y a une grosse notion de tempo et de prendre Ok. la bonne décision au bon moment. Ça fait partie des calculs du jeu. Ok, donc ça, c'est l'effet lorsque préparé, ce qui n'enlève pas mon sort. Non. Et les 4 dégâts seront lancés à ma prochaine phase d'incantation. Totalement. Ok, bon, bah, c'est compris. Ok, super. Et on va faire ça jusqu'à ce que… Ah non, pardon. Il y a une phase de pioche. Il y a une phase de pioche. Alors,
Particularité encore par rapport aux autres deck building. D'abord, donc, je te l'ai dit, je place toutes les gemmes et les reliques que j'ai utilisées par-dessus ma défausse dans l'ordre que je veux. Oui. Ça, c'est le premier point. Ensuite, à la différence des autres, donc, je ne défausse pas ce qui reste de ma main. Les cartes que je n'ai pas utilisées restent dans ma main. Obligatoirement ou je peux les Obligatoirement. jeter? Non, tu n'as pas le choix. Et puis c'est pour ça qu'il faut optimiser ton tour. D'accord. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok. Et puis on recommence, on Et c'est passe au jour reparti pour un suivant. tour. Voilà. La Némésis, elle joue pareil, mais pas pareil, puisque en gros, elle a un paquet, un Elle a deck, son elle est deck. gérée par son intelligence bestiale et artificielle, Comme ça. et elle va nous faire mal. Il y a des petites règles qui sont dessus à chaque fois, on le verra dans la partie. Regarde-le, le sadi. Je te signale, Rodolphe, que c'est coopératif et on est censé jouer ensemble. Ah oui, c'est vrai, en général, je joue la Némésis. moi. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, alors déjà, au dos de la Némésis, Ouais. tu as toujours un background. D'accord. Il y a eu un effort très réel de fait. Si tu veux, les mécaniques essayent d'être en cohérence avec le background du jeu. Ils ont justifié ça de manière assez intéressante, donc ceux qui veulent creuser cet univers-là peuvent le faire. En gros, Greyvold, c'est le dernier rempart de l'humanité face aux Némésis. Donc les mages sont des élus de la brèche, des gens qui ont le potentiel de s'en servir. Et tout est expliqué. Par exemple, Rage incarnée, je crois que elle porte bien son nom. si tu veux. C'est vraiment- La fin est proche, la fin est proche. Oui, mais dans la boîte de base, tu as aussi la Reine des Carapaces, tu as le Prince Glouton, tu as Masque Tordu, qui sont 4 Némésis qui sont totalement différentes, qui vont agir de manière totalement différente sur les mécaniques même du jeu. Ça, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment un point fort. Ok. Voilà. Vous aurez normalement à peu près tout entre les mains pour savoir si vous êtes titillé par Aeon's End, le jeu de deck building coopératif chez Matago, le jeu de Kevin Riley, illustré par Gong Studio. Ça arrive à partir du 14 septembre, ça je joue tout seul jusqu'à 4 joueurs à partir de 14 ans. Ça coûte combien? 49. 49 €. Le mieux, l'explication, ça donne des indications. Le mieux, c'est peut-être de voir ce que ça donne en partie. Et là, normalement, comme Rodolphe et moi, nous sommes définitivement trop forts. En plus, Fall est à la réalisation, il va pouvoir nous donner plein d'étapes de conseils. On Oui. devrait gagner. Non. Hmm. Si, parce qu'on est bon. Alors peut-être non. On verra.